Cette situation n'est pas franco-française. Le congrès du Parti communiste est en train de se... Il y a des textes qui commencent à circuler, il y a des débats, et puis quand on écoute un peu, on essaie de trouver des raisons, des explications à la situation de l'autre. Mais je crois que, en étant un petit peu schématique, mais évidemment, cette situation n'est pas franco-française d'ailleurs. L'ensemble des partis communistes dans le monde, soit ont implosé, soit se sont transformés en partis socialistes, soit n'existent pratiquement plus ou sont réduits à une force, toute petite force. Je crois qu'il y a deux raisons principales à l'affaiblissement et à la disparition presque du Parti communiste. C'est un, l'effondrement du bloc soviétique, c'est l'échec d'une expérience. Or, au Parti communiste, on n'arrête pas de le dire depuis des années que si le Parti communiste se trouve dans cette situation, c'est la faute des socialistes, parce qu'ils avaient signé un programme commun avec les socialistes, enfin, il suffit de regarder dans l'ensemble des autres pays, et cette question de l'effondrement du bloc soviétique ne vient jamais. Et puis, deuxième idée, c'est quand même que du fait de son affaiblissement et de sa structure, de sa façon d'être du Parti communiste, c'est qu'il y a une véritable paralysie de la pensée, qui est liée d'ailleurs à l'effondrement du bloc soviétique, et un assèchement intellectuel. Les Verts. La campagne la campagne des élections présidentielles a montré les limites idéologiques des Verts. J'ai entendu ma mère parler du libéralisme. L'écologie n'est pas seule dans le libéralisme, tout en ajoutant aussitôt, mais nous sommes contre l'économie administrée, etc., etc. Enfin, donc tout ça est très, très ambigu, avec le départ en même temps d'un certain nombre de ses dirigeants, comme Benamias vers le Modem. Et bien, tout ça montre que la situation évidemment des Verts n'est pas brillante. J'entendais aussi, comme vous, comme Mendit, souhaiter une large union de Nicolas Hulot à... voilà. Donc voilà, bon, sans plus de commentaires, la situation des Verts, évidemment, est compliquée. Les collectifs antilibéraux, nous avons évoqué cette question tout à l'heure, là, issus du 29 mai. Je crois que chacun le sait, l'a vu, ces collectifs ont donné un spectacle lamentable, la rivalité, la défense de son précaré, ont mis en échec cette ambition. Mais je crois que ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que s'il y a accord sur le constat de la situation, c'est-à-dire que le libéralisme n'est pas un bon système, il y a des désaccords profonds sur l'alternative, et une absence d'alternative. Et ça, je crois que c'est ça qui fait imploser cette perspective. Enfin, les partis trotskistes. Alors les partis trotskistes, là, là, ils sont composés de trois partis, Lutte ouvrière, la Ligue communiste révolutionnaire et le Parti des travailleurs. Voilà. Simplement, un tout petit rappel historique, les trotskistes existent en opposition à Lénine et grandissent parce qu'ils sont poursuivis par Staline. Et voilà, donc sur le fond, le trotskisme dans une France du XXIe siècle n'a pas grand-chose, si vous voulez, à espérer. Mais en même temps, voyons bien qu'ils existent, ils sont tout à fait incapables de s'unir et constituent une véritable impasse. D'ailleurs, sur le fond, quelle est leur perspective? Le fond, c'est ils souhaitent un mouvement de masse guidé par une avant-garde, mais au fond, cette posture indique qu'ils ne veulent ni prendre le pouvoir, ni l'exercer. Alors la LCR a, de ce point de vue-là, un statut un petit peu particulier. On sent bien d'ailleurs une certaine instrumentalisation de cette formation politique par la droite et la manœuvre du Parti socialiste qui a permis à Olivier Besançon d'être candidat parce qu'il a réglé des comptes avec Ségolène Royal. Mais, alors, nous sommes dans une stratégie d'un nouveau parti anticapitaliste, mais les échos qui sont les nôtres, c'est que le nouveau parti anticapitaliste, en vérité, c'est les militants de la LCR qui essaient de changer de nom et puis essayer de se trouver une situation, mais ça ne change absolument rien sur le fond. Donc, le constat que je viens de faire, évidemment, est amer du point de vue des formations politiques. Un mot, mais juste un mot, le mouvement syndical n'est pas dans une meilleure
situation. Michel me montra un document sur la produit en partie par la CFDT qui préconise les délocalisations. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc nous sommes sur un champ de ruines. Et ce ne sont pas les concepts de gauche qui sont battus, mais c'est l'abandon de ces concepts qui profitent à la droite. La gauche est battue électoralement parce qu'elle a été battue idéologiquement et a renoncé en s'engageant, et puis en s'engageant sur le terrain de l'adversaire. Je crois que le grand mérite, au fond de la droite, c'est d'avoir emmené la gauche sur son propre terrain. C'est donc le résultat d'une défaite idéologique. Au fond, les gauches ont acquis l'idée, et l'effondrement des pays de l'Est apporte une confirmation, que d'une part, que le capitalisme l'avait emporté une fois pour toutes. Deuxième idée, que cette situation marquait la fin de l'histoire. Troisième idée, que l'économie obéit à des lois naturelles, celles du marché, et que le capitalisme étant le fils naturel du marché, eh bien, il convient de faire en sorte que les conséquences de ce capitalisme soient le moins dures possible, et il faut tenter de le réguler et d'atténuer les conséquences négatives, mais l'idée de remettre en cause, évidemment, est abandonnée. Quatrième idée, c'est que le mieux que l'on puisse faire, c'est réguler pour le rendre moins dur. Pourtant, ce système fait des ravages. Aurélien a évoqué ces questions tout à l'heure sur le plan environnemental, sur le plan social, et il engendre des guerres pour des raisons d'énergie que nous connaissons et que nous voyons tous les jours. Son bilan, d'ailleurs, qui reste à faire concrètement. Personne n'a fait le bilan concret du système capitaliste sur le XXe siècle. Et le MPEC, d'ailleurs, se propose de travailler sur ces questions parce qu'il faut faire le bilan de ce capitalisme. Mais nous le sentons bien, il est fort de conséquences et globalement positif. D'ailleurs, évoquer ce mot même de capitalisme, à gauche, est devenu très étrange. On emploie maintenant le mot libéralisme, mondialisation, mais on ne parle plus de capitalisme. Le capitalisme est sorti du vocabulaire de gauche. Or, qu'est-ce que le libéralisme? Le libéralisme, c'est un cache-sexe du capitalisme, c'est-à-dire c'est l'habillage de ce rapport de production, qu'on a habillé de façon philosophique, et pas n'importe comment, puisqu'on parle de libéralisme, ce qui fait appel à des aspects positifs de liberté. Or, le système capitaliste existe et il est dominant, même s'il s'est transformé aujourd'hui et que le capitalisme financier occupe une place prépondérante. Bien entendu, on ne voit plus les ouvriers en bleu ou les mineurs montés du fond dans le Nord, qui donnaient le sentiment que, eh bien, il y avait les ouvriers d'un côté et le patronat de l'autre. Les choses sont évidemment plus diffuses, mais les fondements même et le mécanisme du capitalisme continue d'exister et fait des ravages. Je pense évidemment à la crise des subprimes, ce que nous connaissons, qui est à double raison, spéculation et spéculation sur la pauvreté. Pourtant, à gauche, on ne parle plus de capitalisme, or des ouvrages importants, comme par exemple celui de Claude Bébéard, Ils vont tuer le capitalisme, sortent, et quelques-uns fleurissent en ce moment. La gauche ne parle plus de capitalisme parce qu'elle a peur de ne pas être à la mode, donc d'échapper à la rénovation de la gauche. Or, des gens comme ça disent attention, ça va très mal et ils savent bien ce que c'est que le capitalisme. Donc voilà, un tableau rapidement dressé qui montre au fond l'ampleur de la tâche à accomplir pour reconstruire cette gauche. Alors pour engager ce travail, je crois qu'il est important de comprendre ce qui s'est passé. Parce que c'est comme tout. Si on fait un bon diagnostic, on peut espérer apporter des bons remèdes. Si le diagnostic est mauvais, eh bien on peut soigner une maladie grave avec de l'aspirine. Donc il faut essayer de tenter de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi en sommes-nous arrivés.